Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un livre que je viens de finir, de Philippe de Villiers, qui s'intitule « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Tout d'abord, qui est Philippe de Villiers? Donc c'est un Vendéen, il est né en Vendée en 1949. Il a été élu au Conseil régional de Vendée et il a créé le Puy du Fou que vous connaissez sûrement en 1977. Et il a créé un parti qui s'appelle Mouvement pour la France, qui durera de 1994 à juin 2018. Il combat l'islam en France, et il a été contre Maastricht en 92 aux côtés de Pasqua. C'est un personnage qu'on pourrait qualifier de droite modérée et entre guillemets souverainiste. Alors dans ce livre, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Il critique la genèse de l'idéologie européenne et même de la construction européenne en fait. Et il remonte succinctement jusqu'à aujourd'hui à la fin de son ouvrage. Alors tout d'abord, il critique dans son premier chapitre Juncker, président de la Commission européenne, en disant que c'est un alcoolique, et il fait un parallèle avec Jean Monnet, qui est un des pères fondateurs entre guillemets, qui a débuté sa carrière en vendant du cognac. Ensuite, pourquoi ce titre? Ça vient d'une conversation qu'il a eue avec Couve-Murville, qui était un membre du gouvernement de Charles de Gaulle, qui lui dit oui, Monnet, Schuman, les pères fondateurs, il faut tirer sur le fil et tout viendra. Et Philippe de Villiers lui répond mais quel fil? Le fil du mensonge. Et ça lui est revenu plus tard lorsqu'il discutait avec des historiens américains qui ont dit oui, il y a les archives de cette époque qui sont ouvertes. Pourquoi est-ce que vous n'irez pas les voir? Donc Philippe de Villiers a fait ça, il a été dans les archives américaines, berlinoises, il a même été en Russie, enfin un peu partout, il a traîné un peu partout pour trouver des archives sur la genèse de la construction européenne. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que, donc tout d'abord on va parler de Jean Monnet. Il découvre que Jean Monnet, donc il débute son entreprise de cognac. Il se crée un réseau d'amis en Angleterre. Il est anobli par la couronne britannique pour service rendu à la couronne. Puis il va ensuite aux États-Unis et il vend son cognac et il se fait un réseau d'influence. Il entre en contact avec la banque franco-américaine, la banque Lazare. Il s'attire la sympathie de McCloy. Il s'attire la sympathie des frères Dulles, par exemple, qui fonderont plus tard la CIA, et d'autres personnages. Il est envoyé en Afrique pour contrer De Gaulle, et pour que Roosevelt contrôle la France via le général Giraud. Il travaille ensuite discrètement pour l'AQE, l'American Community on United Europe, et il va ensuite donc continuer à faire des réseaux. Il brûle ses lettres pour pas vraiment qu'il y ait de preuves. Il est très discret et il va y avoir ensuite l'organisation du mythe fondateur sur la base des mémoires de Monnet en fait. Les mémoires de Monnet, ça c'est Pierre Juillet qui est un conseiller de Chirac avec Marie-France Garot qui dit à Philippe de Villiers quelque temps après l'apparition des mémoires, ou avant, je sais plus, il lui dit « Ça n'est pas Monnet qui a tenu la plume, et ce n'est pas la France qui a payé l'encre. » Sous-entendu que Monnet n'a pas rédigé ses mémoires, on sait que c'était des historiens. En fait, la seule phrase qu'il a écrite dans ses mémoires, c'est la toute dernière du livre, en fait. Quand il dit que de mémoire que l'Union européenne, c'est qu'une étape ou quelque chose du genre. Et la phrase qui s'ensuit, et ce n'est pas la France qui a payé l'encre, ça sous-entend que ce sont justement des intérêts américains qui ont prêté de l'argent à Monnet pour faire ses mémoires. Et Philippe de Villiers en a les preuves, il en a les archives. Donc voilà, c'était sur Monnet, il y aurait d'autres choses à dire, mais encore une fois, c'est pas une analyse en détail, c'est un résumé pour vous donner envie d'acheter le livre, parce que je l'ai trouvé intéressant et que je vous recommande. Ensuite, il parle de le deuxième fondateur, Robert Schuman. Donc Robert Schuman, qu'est-ce qu'on apprend sur lui? C'est un Lorrain, donc il est né en Lorraine. Il est bon élève et il décide en 14, au lieu de rejoindre la plupart de ses amis qui vont du côté français,
il décide de porter l'uniforme allemand, parce qu'il estime que l'Allemagne a plus de chances de gagner. Donc il passe sa première guerre mondiale sous commandement allemand, il est soldat allemand, et il y aurait des rumeurs comme quoi il aurait été capitaine ou quelque chose du genre. Là, Philippe de Villiers le dit, on n'est pas sûr. Il n'y a aucune archive qui atteste cela. Toutefois, il y a des rumeurs. Mais bon, bénéfice du doute. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va s'éclipser et il va faire les tours des monastères. Et à la Libération, il sera frappé d'indignité nationale par Charles de Gaulle, mais finalement, parce qu'il a voté les pleins pouvoirs à Pétain, notamment pour ça. Et il y a aussi son côté pendant la Première Guerre mondiale, donc il sera frappé d'indignité nationale. Finalement, De Gaulle va passer l'éponge et il va être élu député français cette fois-ci. Ensuite, Schuman, il y a la fameuse déclaration Schuman. On apprend que, en réalité, il y a des archives avec des photos. On apprend que juste avant la déclaration Schuman, le 9 mai 1950, il aurait rencontré des hommes d'affaires américains, des agents d'influence en gros. Et il paraît vraiment traité comme un employé, avec des ordres en fait limite. Donc voilà, c'était sur les archives. Alors ensuite, toujours au niveau de la construction du mythe, il y a l'historien Jean-Baptiste Durosel, qui était ami de Jean Monnet, et c'est lui notamment qui va créer un mouvement historiographique qui continue à dire encore aujourd'hui quand même, sur justement l'histoire de la construction européenne. Tous les historiens, par exemple les historiens des politologues comme Jacques Chaspal, vont être influencés par Jean-Baptiste Durosel pour pouvoir écrire sur l'histoire européenne. En gros, il y a une historiographie qui se met en place autour de Jean Monnet, alors que c'est très récent quand même, et c'est pour ça c'est à la limite de la propagande, et c'est encore enseigné dans les universités. Donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà, j'en ai fini pour Monnet et Schuman. Maintenant, sur le cas Hallstein. Alors Hallstein, on apprend que c'était un juriste nazi, dès 1900, de mémoire 34, et il a été à Rome avec Adolf Hitler pour rencontrer Mussolini et faire des négociations pour Das Neue Europa, la nouvelle Europe. Il devient ensuite officier militaire. Il enseigne à des militaires à se battre pour la patrie jusqu'à leur mort. Et c'est un des... Dans sa ville, je me rappelle plus laquelle, c'est l'un des 15 à le faire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est engagé. Est-ce qu'il est nazi à 100% au niveau idéologique? Ça se discute. Mais en tout cas, c'était quelqu'un de très engagé dans l'Allemagne nazie, au niveau juridique. Il a été arrêté en soldat à Cherbourg. Il va dans un camp américain et il y a une opération qui s'appelle l'opération Tournesol. C'est entre guillemets de la rééducation. Il est repéré et en 7 ou 8 ans, il passe de statut de prisonnier à premier président de la Commission européenne. C'est quand même un exploit et c'est très bizarre. Pas 7-8 ans, peut-être plus, bref. Je fais vraiment très rapidement. Ensuite, donc il y a toujours des incertitudes sur Hallstein et c'est encore discuté aujourd'hui. Par exemple, il y a Aude What the Fake qui a fait une vidéo où elle critique Asselineau sur Hallstein, notamment avec la carte du parti nazi où elle dit que c'est une carte de piscine ou je sais pas quoi, alors qu'il y a les documents déclassifiés. Il y a des fake news qui circulent à droite à gauche. Donc c'est pas encore évident aujourd'hui de discerner le vrai du faux. Même si je pense que Philippe de Villiers se situe plutôt dans la vérité, étant donné qu'il y a vraiment des preuves concrètes. En effet, un tiers de l'ouvrage, ouais, peut-être un peu moins, mais vraiment une grande partie de l'ouvrage, c'est vraiment des archives déclassifiées. Et d'ailleurs, il a écrit une lettre au président Donald Trump, eh oui, sur le cas Hallstein, que je vais vous lire. Alors, c'est dans son livre, c'est le document numéro 29, dans son livre, donc document numéro 29, lettre de Philippe de Villiers à Donald Trump, voir chapitre Le Père Encombrant, page 204. Philippe de Villiers, ancien ministre, ancien président du Conseil général de Vendée,
ancien député au Parlement européen. Les épaisses, le 3 janvier 2019. Monsieur Donald Trump, président des États-Unis, The White House, 1600 Pennsylvania Avenue, New York, NW, je sais pas c'est quoi, Washington DC, 20 500. Monsieur le Président, je permets de m'adresser solennellement à vous aujourd'hui, au nom de droit des Européens, à la vérité historique. Je suis en train d'achever la rédaction d'un livre évoquant les origines de l'intégration européenne. Mes recherches m'ont conduit vers des archives américaines de première main relatives à des opérations d'intelligence au département d'État pendant la Seconde Guerre mondiale, puis à la guerre froide. On ne peut en particulier qu'être surpris par le parcours de Walter Hallstein, architecte de l'Europe communautaire, qui négocia et signa au nom de l'Allemagne les premiers traités en tant que secrétaire d'État aux affaires étrangères, avant de devenir président de la Commission européenne, entre parenthèses 1958-67. Il apparaît que les archives fédérales de Koblenz et Berlin contiennent une série de documents troublants relatifs aux engagements du professeur Hallstein sous le Troisième Reich. Il révèle son implication précoce, volontaire et active au sein de plusieurs organisations nationales socialistes, notamment de juristes travaillant à la nazification du droit allemand et à la mise sur pied d'un cadre juridique supranational pour l'Allemagne nationale-socialiste, dans la Wehrmacht, ou encore sa carte de membre de la Ligue nationale socialiste des professeurs, datée de juillet 1934. La plupart des pièces contredisent les déclarations faites par l'intéressé lors de la dénazification en 1945-1946. Or, le lieutenant Hallstein, capturé à Cherbourg par vos troupes le 26 juin 1944, a été détenu sur le sol américain pendant un an à Camp Como, Mississippi. Il fut ensuite enrôlé dans un programme secret de « rééducation » initié par le département d'État américain sous le nom du code ouvrez les guillemets, projet tournesol, fermez les guillemets, à Fort Getty, Rhode Island. Après la guerre, il revint en 1948 à Washington comme professeur invité à l'université de Georgetown. J'ai informé que les archives nationales des États-Unis étaient en possession d'un document concernant l'implication du professeur Hallstein au sein du Reich et sont suivis par les services américains. Près de 75 ans après, il me semble que ce dossier aurait dû faire l'objet d'un déclassement automatique conformément à la loi américaine sur la liberté de l'information. Son cas semble loin d'être isolé, comme l'illustrent ceux de l'ancien chancelier Kurt George Kiesinger ou de l'ancien secrétaire général des Nations Unies et président autrichien Kurt Waldheim. Aussi, je serais reconnaissant si vous pouvez saisir la CIA, le bureau d'appel interagence de classification de sécurité et le bureau des enquêtes spéciales afin que tous les documents secrets détenus aux États-Unis relatifs à Walter Hallstein soient rendus publics. En vous remerciant très chaleureusement, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance ma très haute considération. Philippe de Villiers. Donc voilà. Ensuite, dans les quelques chapitres suivants, il parlera de Daniel Cohn-Bendit, qui prendra la suite, des lobbyistes avec Soros et de Bilderberg également. C'est très intéressant le Bilderberg. Par exemple, Philippe de Villiers parla à François Fillon et il lui demanda pourquoi Monsieur Fillon avait invité le groupe Bilderberg à dîner. Et Monsieur Fillon lui a répondu « On n'a pas le choix, ce sont eux qui dirigent la France ». Ça peut soulever vraiment beaucoup de questions, ce genre d'affirmations qui sont quand même assez graves. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude vous aura atteint votre curiosité et je vous recommande vivement de lire le livre de Philippe de Villiers. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de Hannah Arendt et de la crise de la culture. À bientôt.